Nous allons démarrer cet après-midi qui s'annonce riche à nouveau et bien chargé, puisqu'il y a un certain nombre de séquences successives qui sont quand même assez nombreuses. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Laura Quintana, philosophe et professeure à la Universidad de Los Andes en Colombie, j'espère que j'ai bien prononcé. Diego Paredes, philosophe et professeur à la Universidad del Mar del Plata en Argentine. Et Anders Fjeld, philosophe et chercheur postdoctoral à l'Université catholique de Louvain et chercheur associé au LCSP. J'ai bien prononcé ton nom? Voilà, donc l'esprit de la séance, comme vous en avez convenu, est plutôt autour de l'amitié et des projets, plus que dans la discussion de la pensée philosophique d'Étienne. C'était un petit peu l'idée. Et donc je vous laisse tout de suite la parole dans l'ordre. Donc Laura Quintana, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici, mais je me dois m'excuser par ne parler le français, so I will speak in English. Sorry. I met Etienne in 2010 in a colloquium that I organized in Cali, Colombia, to which I invited Etienne, of course, Wolfgang, Claudia Hilp, Diego Paredes, and others. And this was a wonderful space of discussion and sharing. So this was the beginning of a nice friendship, a friendship that supposed like a kind of exchange of ideas that I think altered the way that I was conducting my investigation, my research. And when Anders told me that I had just 10 minutes to speak about eco projects and the experience we had in Colombia, I just wrote up a paper, a very brief text in which I talk about friendship and how friendship is connected to the experience of thought. Before reading, I just want to say the kind of work we did. We planned many projects. One was successful, the ECO project in 2013, and it lasted until 2016. And we organized many colloquiums. The project was about political subjectivation and social movements, and we published a book on that subject. In which many of you published there, and it's a very nice volume. Thanks above all for the authors. And so I want to read this text. I would like to do other things, but the time was very brief. So the title of my text is Thought, Friendship, Resistance. At the time when I met Etienne in Colombia, rows of corpses floated down rivers. They stray anonymously drawn by the current, following an infernal procession. Multiplied by thousands, peasants left their lands, ravaged by the violence of death squads that further expanded immense properties. The guerrilla chased the delusion of their failed revolution and played the game of state paranoia. Unprivileged mothers lost their unprivileged children, killed by unprivileged soldiers who, to earn a higher salary, passed them off as fallen guerrillas. The corpses continued to accumulate after 50 years, 100 years, many more years of colonial exploitation, and we never ceased to count them. Meanwhile, the country was being convinced by a government based on order and security, flying the flag of progress and prosperity of transnational development. I speak in the past, but this bears the reality of a continued present. At any rate, back then I was trying to obtain a place in the Colombian Patriarchal Philosophical Academy and looking somewhat obliquely at what was happening in the country. I was interested in the concepts of violence and power, in the forms of totalizing thought, and in a very conceptual idea of resistance, which I composed by crossing the work of Hannah Arendt, Michel Foucault, and Giorgio Agamben. But a desert began to grow and point me in another direction. It was then that I met Etienne Tasson, an encounter that, to a great extent, I can see it now, made me reconsider the relationship between thought and the exteriority that beset it, as well as the intense links between reflection and friendship. And in the midst of this, the unsuspected dependencies between encounters, the encounter with others, and what emerges there,
as a space of forces in which thought is reassembled. Perhaps I could capture it in a simplifying, though eloquent image. Suddenly, a thinker appeared on the scene who, without the prepotency of the professional philosopher, leaving aside the sadness of the convictions and presumption of academic narcissism, happily exposed himself to what the other had to say, and to the way in which a discussion may change or produce a whole constellation of meaning, which might perhaps be announced in the midst of surprise. A veritable exposure to friendship as an agonist dimension in which there is a little interest in winning a point, convincing the other, or standing out. Rather, what is important is to allow the discussion to emerge, the difference of positions, as a possibility that may allow the interlocutors to cease to be the same, and may also be altered in affective interaction. In emotion, enthusiasm, the joy of together pursuing an unprecedented landscape. A certain shared childlike innocence which never tires of finding what encourages one to do something, to do otherwise, to try to do again. And the fact is that ultimately to expose oneself is to put oneself out, to go out of oneself in order to let oneself be crossed by the other without returning to oneself more fulfilled and realized, only to remain in the opening towards something that, in its otherness, calls precisely for disagreement, because there is no otherness, plurality, or difference without divergence, antagonism, or friction. There can be no exposure without some risk of losing oneself. Thus, from the friendly encounter and openness to the conflict unfolded, which is also a certain resistance against its violent domestications, in the face of distancing objectivation that leave everyone in their place, in response to the conformist skepticism that intensifies the reiteration of the identical. Because recalling Nietzsche's words, and I quote him, "A good friendship arises when the one person deeply respects the other, more even than himself, loves him also, though not so much as himself, and finally, to facilitate intercourse, knows how to add the delicate bloom and veneer of intimacy, but at the same time wisely refrains from a true real intimacy, from the confounding of meum and tuum." This friendly opening and respectful distance is also to see differently, to hear other things, to pay attention to what is happening, to turn towards the resistances that update the conflict time and again. The resistance to appear, to gain other spaces of visibility in the forms established to be seen, regulated, submitted. Because this openness requires us to stop applying political concepts to the experience of the actors, to allow ourselves to be questioned by those who fight against the blind power of what there is, to construct thought as a space of confrontation, to allow it to be configured in dialogue with concrete emancipation, not to cease to be astonished by the multiple ways in which people make use of what they can against everything that reinstates their impotence. In short, to be exposed to the constant challenge of experimenting how to think with these egalitarian struggles against violence and oppression. How can we think with them, not about or in relation to them? How can we create the in-between, the interval between them? Those intervals that, like the bridges of friendship, pluralize the world anew, inscribing in it unexpected lines of virtuality. Etienne firmly believed in the passion of common thought. That is why he multiplied his intellectual friendship and with them the encounters with other emancipatory constellations. Struggle that in different geographical locations, tracing different intersection of time and strategy, invented other subjects, other problems, other languages and strategies to persist in the pluralization of the world and in the unpredictable reinventions of equality. In Europe and its margins, in Calais, in Haiti, in Colombia, in Argentina, where they have to appear, where they continue to appear.
There will be no other course that friendly encounter and attention to these experiences that create worlds within the world, that change the world, crossing borders, bodies, desires, names, pains, memories, longings, capacity and impotence, here and now, where it has to be, in spite of everything. This was the kind of tribute that I wanted to pay to Etienne, like to link this friendship that I think he made with all of you, in a sense, because for me it's like the condition of thought also. So I wanted to reflect on that, no? The space of friendship as a condition of thinking, and it's nice because also I noticed that in the friendship that I had with Etienne, and I had talked with many people about that. One, at the beginning is very like imitative, and there is a kind of mimesis, but then he also challenged ones to take one's positions very seriously and defend the difference of its position. And I think I value that risk and that challenge that he made to all his friends, that you have to elaborate your position and also turn it against me. And I think this is an exercise maybe we have to do, not to take distance from Etienne and to develop also our paths of thought, taking distance also from his own thought. And yeah, thank you. Je vous laisse vous organiser. Oui. En effet, comme l'a tellement bien souligné Laura, c'est en effet difficile, voire impossible de penser à Etienne sans penser à l'amitié, aux amitiés qu'il nouait à la fois si naturellement, si généreusement. Et comment, en le connaissant, ça tenait aussi à une sorte éthique de la pensée, comme si, une sorte de philosophie en acte, comme s'il pratiquait ce qu'il pensait, ou pensait ce qu'il pratiquait. Et il ne s'agit pas là seulement des amitiés nouées avec lui, mais aussi grâce à lui, autour de lui. Etienne était en effet quelqu'un, tout le monde sait très bien, qui cherchait les rencontres, qui cherchait à connecter des mondes, qui allait vers les gens, à la fois comme globe-trotter, mais aussi dans le rapport amical et égalitaire qu'il nouait avec ses étudiants et doctorants à Paris. Et je pense qu'il aimait vraiment ça pour lui-même, mais aussi de voir que ce qu'il mettait en place autour de lui prenait des vies autonomes. Et j'ai retrouvé justement un échange de mails avec lui qui date de l'été 2017. Je lui avais écrit de façon un peu gênée. C'était au moment où on planifiait un nouveau projet ECOS entre la France et la Colombie. Donc 2 ans après la fin de celui que Laura mentionnait, qu'il avait mis en place avec Laura, qui commençait en 2013. Et on était en train de planifier ce nouveau projet sans lui, sans même l'intégrer comme membre, pour des raisons administratives. Et je lui écrivais en expliquant nos raisons. Et je vais vous lire, même si c'est un échange personnel, je me permets quand même de le partager. Donc ce qu'il m'a répondu, il m'a écrit « Tu sais, sans me vanter », entre parenthèses, mais en me vantant quand même. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais monté un programme de recherche, une opération de collaboration internationale ou autre, dont l'idée est d'en retirer un bénéfice personnel quelconque. Au contraire, la seule idée de tirer avantage d'un projet universitaire m'est odieuse. Je l'ai toujours fait uniquement parce que j'aimais les gens avec qui on allait travailler, que j'avais confiance en eux, une grande estime pour leur travail et une véritable amitié ou affection pour les personnes avec qui j'allais partager l'aventure. Et l'idée constante que ceux qui commençaient devaient inventer les moyens de se poursuivre avec d'autres, dans d'autres directions, mais dans le même esprit. C'est ce qui s'est fait en Argentine. Denis Marklen a poursuivi avec ses propres relations le travail initié par notre ECOS, et c'est ce qui
va se poursuivre encore aujourd'hui avec un ECOS initié par Federico et Marcelo en Argentine. Et c'est ce que j'espérais pour la Colombie. Le fait que vous fassiez ce projet avec Marie Curé d'un côté et Laura et Carlos de l'autre, c'est pour moi une merveilleuse nouvelle. Et que je n'en sois pas est un excellent signe de qualité et de sérieux. Il a mis un petit smiley là. Donc sois totalement rassuré et même remercié. C'est ce qu'il m'a écrit. En retrouvant ce mail la semaine dernière, j'étais vraiment frappé par le fait qu'il était évident, non seulement qu'il était vraiment comme ça, mais aussi que les choses pouvaient fonctionner comme ça avec lui et autour de lui, s'il était proche ou s'il était loin de ce qui se faisait et se mettait en place. J'étais frappé par le fait qu'il était évident que l'université, avec lui et aussi dans la communauté autour de lui, est un lieu qui pouvait incarner cet esprit. Et j'ai été frappé par le fait qu'il n'y a aucune évidence dans tout ça, que c'est au contraire très exigeant, à rebours des tendances actuelles, que ça requiert une sensibilité, une grâce certaine, et en effet que c'est plus si évident sans lui. Et j'ai connu Diego et Laura, justement grâce à Étienne. Et ce qui a vraiment ouvert pour moi un nouveau chapitre dans ma vie. D'abord, j'ai connu Diego quand il est venu à Paris, un semestre en co-direction de thèse avec Étienne. Et on s'est tous retrouvés 3 ans plus tard à Bogota pour sa soutenance, aussi avec Wolfgang et Claudia, en 2015. Et ensuite, j'ai connu Laura parce que Étienne pensait qu'on devait absolument discuter entière ensemble et avait envoyé à Laura mon mémoire. Et Laura m'avait très, très généreusement invité à participer dans un congrès de philosophie en Colombie. Et tout s'est déclenché. Ma rencontre avec Étienne était aussi marquée par l'amitié, par cette connexion entre mondes que mentionnait Anders. En 2010, j'avais le plaisir de participer avec Étienne à un merveilleux colloque sur Arendt, organisé par Laura dans le cadre du 12e congrès colombien de philosophie. C'est ici que j'ai connu aussi Claudia Hilb et Wolfgang Hoyer. Je me souviens des discussions très stimulantes, des conversations amicales qui se sont poursuivies pendant les déjeuners et les repas, des débats politiques qui faisaient écho à plusieurs questions du colloque. Avant la fin du colloque, je demandais à Étienne quelle possibilité il y avait de faire un séjour à Paris dans le contexte de ma bourse doctorale colombienne. Toujours généreux et sincèrement intéressé par le travail de l'autre. Il m'a non seulement répondu qu'il m'accueillerait avec plaisir pendant un semestre dans le CSPRP, mais il me proposait en plus de mettre en place une co-tutelle entre l'Université nationale de Colombie et l'Université Paris Diderot. C'est ainsi, grâce à lui, que commençait mon aventure en France et que s'ouvrait pour moi un horizon totalement nouveau de sens, de relations, d'amitié et de projets collectifs. Mais à vrai dire, j'ai connu Étienne d'abord par ses écrits, grâce au professeur Bernardo Correa, ami d'Étienne de longue date et un grand professeur tout comme lui. Nous avons lu ces articles dans les revues Al Margen et discuté plusieurs de ces textes dans le master de philosophie à l'Université nationale. En effet, il est difficile de parler de la relation d'Étienne avec la Colombie sans souligner la manière dont sa pensée a été diffusée dans nos cours, colloques et groupes de recherche, aussi bien à l'université publique que privée. Je me réfère non seulement à sa lecture forte et suggestive d'Arendt, mais aussi à ses textes sur la citoyenneté, la cosmopolitique, la subjectivation
l'éducation, les conflits. Ensuite, et pendant plusieurs années, Étienne était très présent dans la formation de philosophie politique à l'Université nationale et à l'Université de los Andes, à travers ses conférences, d'intervention dans des colloques et des congrès, participation comme membre de jury dans des soutenances en français, en espagnol et, fait remarquable peut-être, en anglais. Déjà dans ce texte, Intervention publique, j'ai connu chez Étienne cette même disposition à interroger, cette audace intellectuelle que celle que j'ai connue par la suite dans nos conversations autour du travail de thèse. Discuter avec Étienne sur les problèmes de la recherche doctorale signifiait aussi d'être embarqué dans son enthousiasme pour les thèmes, son amour pour les auteurs, son engagement pour l'activité de pensée avec ses risques et ses complications. Tel que je l'ai connu, Étienne était avant tout disposé à écouter avant de parler, d'accueillir dans la conversation l'opinion divergente, à s'exposer. Comme Laura le disait, prenant en sérieux les mots de l'autre en établissant une relation horizontale égalitaire avec son interlocuteur. Il se défaisait de l'autorité de savoir pour considérer sincèrement les questions qui émergeaient de la discussion, tout en encourageant l'autonomie de la pensée de l'interlocuteur et en l'invitant à se confronter à la indétermination de ses propres recherches. En un mot, dans la discussion avec Étienne, c'était possible de trouver une manière de penser où les problèmes prévalaient sur les certitudes et une manière de philosopher où les désirs de questionner prévalaient sur l'anxiété de la réponse correcte. On voudrait parler un peu de la pensée, si je puis dire comme ça, de la pensée d'Étienne par rapport à la Colombie. Mais on voudrait aussi juste rappeler un peu ce que Étienne a fait antiquement dans les faits. Donc d'abord, évidemment, ce qui a articulé tout ça, c'est le projet ECOUS France-Colombie, dirigé donc par Laura et Étienne, qui a commencé en 2013. Et c'était un projet de 3 ans qui finançait 2 voyages de France en Colombie et 2 voyages de Colombie en France, qui a permis de nouer des rapports à la fois académiques, mais aussi amicaux. Donc il y a Carlos Manrique, Christian Fajardo et Emilce Galvis qui sont venus à Paris à différentes occasions. Et il y avait Nadesna Vanegas, Patrick Sangolani et Claudia qui sont allés en Colombie. Et nous étions nombreux d'être là en 2014 dans le grand colloque du projet, où aussi Valentine de Boiriou et Stéphane Doyer, Camille Louis et Frédéric Rimbaud participaient, où Étienne parlait de la problématique des frontières en dialogue avec Michel Agier, qui a été publié ensuite dans le livre qui en est issu, d'abord en espagnol, intitulé Movimientos Sociales y Subjetivaciones Políticas, qui est paru plus tard en français dans la revue Implications philosophiques. Étienne soutenait aussi activement le projet Palabras al Margen, qui est un portail académique d'opinion politique que Diego et moi ont animé de 2012 à 2018 avec d'autres, aussi avec Nadesna Vanegas et Régis Barr, qui avait fait son master au CSPRP, et Laura aussi a participé comme chroniqueuse. Et en plus du soutien logistique, disons, derrière les coulisses, Étienne y a publié un article sur Charlie Hebdo et la violence en 2017,
et nous a accordé un entretien en 2015 sur l'Union européenne et les tendances d'extrême droitisation en Europe. Et on voudrait aussi mentionner un autre épisode. En 2016, le professeur Leopoldo Munera, qu'Étienne connaissait, et 2 autres professeurs de l'Université nationale de Colombie, ainsi qu'un groupe d'étudiants, ont été menacés à mort dans un communiqué du groupe paramilitaire Águilas Negras, qui les accusait de façon assez délirante de nuire à l'ordre social colombien par leur orientation de gauche. Et nous avions lancé une campagne de soutien international dans laquelle Étienne était très actif et nous avait aidé à avoir beaucoup de signataires, ce qui s'est avéré important par la suite et sans doute la raison pour laquelle cette campagne a eu des échos à la fois auprès du rectorat universitaire et du président colombien, Santos. Pour rentrer un peu plus dans le rapport entre la pensée d'Étienne et disons, la société colombienne, donc, le projet ECOS portait sur la notion de subjectivation comme angle d'approche à la situation colombienne très complexe, où un conflit armé entre plusieurs acteurs, donc l'État, les guérillas, les paramilitaires, les narcotrafiquants, a duré plus de 50 ans dans le cadre d'une démocratie parlementaire qui, notamment, ne s'est pas transformée en dictature. C'était par le prisme de subjectivation que nous voulions étudier les mouvements sociaux et d'autres sujets contestataires et y chercher des appuis ou même des espoirs pour la construction de paix en partant de la manière dont il tissait une démocratie en acte et donnait à penser une société plurielle et agissante. Mais il s'agissait aussi, à l'inverse, d'interroger le concept de subjectivation, inspiré de la philosophie française, d'une certaine façon par sa mise à l'épreuve avec la réalité colombienne. Cette recherche est en grande partie issue des idées qu'Étienne est en train de travailler. Il pensait la notion de subjectivation dans une triple séquence, de Foucault à Rancière à Arendt. De Foucault, il relevait l'ambivalence du procès de subjectivation comme étant à la fois processus de suggestion et d'émancipation au regard du pouvoir. Et c'est ce deuxième composant qu'il cherchait à approfondir à travers ce qui reliait aussi bien que séparait les pensées d'Arendt et de Rancière autour de l'idée du conflit démocratique et qui concernait aussi les questions d'identité, de violence, de pouvoir et de sujets politiques. S'agissait-il, en ce sens, d'une subjectivation forgée dans la résistance au pouvoir ou au contraire dans des actions libres? Une subjectivation construite dans le rapport singulier au corps ou bien dans l'expérience collective d'une communauté d'acteurs? Et comment, là, situer et penser, éventuellement critiquer et réévaluer la distinction entre le social et le politique chez Arendt versus la police et la politique chez Rancière? S'agissait-il d'une distinction singulière relevant d'une pluralité en acte ou d'une subjectivation collective issue théoriquement d'une sorte de démocratisation du sujet révolutionnaire marxiste? L'acteur politique, c'est qui? Justement, nous disait Étienne, parfois en sautant, justement, comme Valentine avait dit, l'acteur politique, c'est le qui que nous devenons et non pas le quoi que nous sommes. Mais comment ce qui que nous devenons se rapporte-t-il au nous contestataire et à ses revendications? Qui est ce nous, un sujet collectif ou une pluralité d'êtres uniques? La Colombie, pour Étienne, restait sans doute une réalité qui donnait à penser plus qu'il était à penser. Mais à ce titre, justement, elle nous semble avoir eu des résonances dans la pensée d'Étienne, ou pour Étienne. Et notamment concernant la question très difficile des interfaces, interférences et enchevêtrements entre subjectivation et violence, et avec la question connexe de l'apparition sur l'espace public. D'abord, la réalité colombienne présente une dimension de violence extrême, multipolaire et diffuse, qui paraît différente ou du moins pas directement assimilable à cette violence acosmique
née dans la modernité européenne, qu'Étienne théorise dans Le Trésor perdu, ainsi que la violence totalitaire qu'elle potentialise et qui est aussi son actualisation la plus extrême. Ensuite, la société colombienne présente peut-être d'autres problèmes quant à la tentative de penser le rapport à l'État dans les dynamiques conflictuelles en démocratie. Par exemple, en considérant les rapports extralégaux, pour le dire comme ça, entre acteurs étatiques et groupes paramilitaires, qui rendent très dangereux le fait d'apparaître sur la scène publique. Plus généralement, c'est la question de comment cela conditionne l'apparition et la scène d'apparition, prenant en compte tout ce qui, court derrière les coulisses, tous les liens cachés, les corruptions, les surveillances, les censures implicites, très imposantes et très pressantes, sans se mettre vraiment en scène, notamment par rapport à son caractère potentiellement meurtrier. En revanche, c'est aussi le rapport inverse qui nous intéresse, c'est-à-dire comment la pensée d'Étienne permettait de lire la réalité colombienne, y trouver des lignes de fuite et des points d'accroche. Car même si il est clair que nous avons chacun apporté des pierres différentes, que nous avons aussi évolué nous-mêmes à travers ces débats et au cours de ces années, il y a des résonances fortes d'Étienne dans tout ça, dans ce que Laura disait, si bien autour des amitiés et de l'éthique de la communauté, dans ce qu'Anders disait des liens entre subjectivation et violence, mais aussi autour, je pense, des espoirs politiques. D'abord, c'était l'idée selon laquelle la critique d'une violence insupportable, destructrice d'un monde commun, ne nous conduit pas forcément en conception de la politique comme bonne gouvernance des conflits, ou pour le dire autrement, en recherche de la bonne socialité, partant de laquelle la division sociale et les conflits politiques auront à être supprimés afin de garantir le bon fonctionnement de l'ordre social. Mais si la politique n'est pas réductible au consensus et à la concorde, elle ne l'est pas non plus à la guerre. Réduire la politique à des rapports de force, à l'art de la tactique et de la stratégie, équivaut à la circonscrire à l'affrontement, au désir de soumission et de domination. Ainsi, cette idée de penser la politique à distance, bien de la représentation irénique que de la représentation belliqueuse, contourne en effet la réduction de la division sociale à la violence et la réduction du conflit à la guerre. Ces idées circulaient entre nous dans un moment où on essayait, premièrement, de comprendre ce qui était en jeu dans les conflits armés de longue durée en Colombie, conflit dans lequel les diverses violences exercées par de multiples acteurs s'enchevêtraient avec la division sociale et étaient politiquement instrumentalisées, aussi bien dans la lutte révolutionnaire que dans la répression étatique. Mais c'était aussi le moment où on a commencé à s'imaginer véritablement la possibilité d'une solution politique au conflit armé. Ce n'était pas que la négociation de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla FARC allait simplement mettre fin à un conflit armé vieux de plus de 50 ans, mais elle ouvrait néanmoins la porte pour commencer à explorer une sortie négociée à l'affrontement. Elle s'accompagnait donc d'une reconfiguration potentielle de la sphère politique, d'une visibilisation de nouveaux acteurs et du commencement d'un processus inédit de démocratisation. Dans les débats universitaires et les groupes de conversation que nous organisions à cette époque pour essayer de penser en commun les enjeux des négociations de paix, aussi bien que dans la discussion du livre qu'on a publié, qu'on a coédité ensemble, Intervenciones filosóficas en medio del conflicto, nous sommes revenus de manière oblique sur les réflexions d'Étienne sur la violence cosmique et la réponse politique à la guerre. Par exemple,
nous considérions que les processus de paix ne signifiaient pas l'achèvement des conflits. Il s'agissait bien au contraire d'une multiplication des conflits démocratiques contre un libéralisme institutionnaliste et une idée de l'espace public comme production de consensus. La démocratie plurielle et conflictuelle qu'Étienne mettait en avant était en effet très féconde pour décentrer les regards. De cette manière, au lieu de penser qu'une sortie politique au conflit armé signifiait de monopoliser ou d'éliminer la violence, nous nous sommes plutôt interrogés sur les conditions d'une politique capable de désinstitutionnaliser la guerre, de déconstruire la violence par le renforcement des possibilités de dissensus, de conflictualité incessante, des actions plurielles. Mais aussi contre une compréhension de la politique qui rendait les conflits indistincts de la guerre et qui promouvait l'idée d'une abolition violente de la violence. Nous avons plutôt accentué la manière dont la négociation de paix et l'intervention polémique de la parole constituaient l'opportunité d'une transformation non seulement des acteurs de la guerre, mais d'une société traversée pendant des années par la violence. En effet, dans toutes nos discussions, résonnait cette idée d'Étienne sur laquelle nous concluons. Je cite, « Activer la condition du monde contre celle de la violence qui les détruit. » Merci. Bien, merci pour cet échange dans l'amitié qui nous laisse le temps d'avoir une petite discussion, peut-être une quinzaine de minutes. Je ne sais pas qui veut intervenir ou peut-être donner d'autres éclairages sur les expériences colombiennes. Oui. Bon, j'ai une petite question. C'est dans le travail d'utiliser toute la pensée d'Étienne et tous les auteurs qui sont là aussi, Rancière, Foucault et tous ces projets dans la Colombie de la subjectivation politique. Je me demande si est-ce qu'il avait quelques concepts ou quelques expériences qui démontraient un peu une distance par rapport à ces pensées assez françaises. Ou si est-ce qu'il y avait une sorte de révélation de quelque chose qui est vraiment contextuel ou qui n'est pas contextuel, si c'est ce qu'il y avait un peu ces soucis dans la recherche. Et c'est ce qui tient un peu à toucher ces différences. I can answer in English, sorry. Yes, this is a question that we elaborated, and in this book that Diego quoted, Intervenciones filosóficas en medio del conflicto, this was a book that Diego, Carlos Manrique, Anders and I co-edited. We defended the idea of intervention. So we said philosophy is like an intervention act, an act of intervention, which can change the landscape of thought. So what we thought is that we refuse to apply concepts, so we are against applying the concepts because that does violence to reality. And we proposed like a kind of work of composition, and this work consisted in reading authors, French authors as Rancière, Etienne, and others, Deleuze, but not to find there the concepts that were like our threads to orient the experience, but to construct a dialogue between these concepts and experiences which we wanted to read. So we study some experiences in that book, and then we follow testimonies of political actors in Colombia, and we assume that these testimonies were equal to the concepts of the philosophers. And actually, I also was at that time pursuing a research work with anthropologists, and we were
trying to find collaborative methodologies to try to think with the actors and not to apply concepts or do work on the actors. And I think this was very important for us too, to work with the authors and not to apply concepts on the actions. And it was very inspiring, I think, also Rancière methodology of equality, because we really took seriously those testimonies as production of concepts. So we tried to also find in these movements the production of a new vocabulary. So it was important for us, more than find Latin American thinkers, to mix with the French thinkers to take seriously the production of these movements and also the conceptual production of these movements. Merci. Oui. Je peux dire une petite chose. On a discuté ensemble, on a discuté dans le groupe avec tous les chercheurs et les profs qui ont participé dans ce groupe d'échos de subjectivation politique. Donc ça a été un échange très riche. Je vous laisse seulement juste souligner justement les échos de la pensée d'Étienne dans cette discussion en particulier. Oui, alors juste une question de curiosité, parce que bon, je connais pas vraiment les activités d'Étienne en Amérique latine, mais il y a un courant de pensée qui s'appelle le mouvement décolonial, qui est aussi un très fort ancrage à la fois en fait philosophique, mais aussi en Amérique latine, avec des personnes comme Ramon Grossfogel, Nelson Maldonado Torres, Walter Mignolo, Enrique Dussel. Enfin voilà, un ensemble de penseurs, mais aussi quelqu'un comme Arturo Escobar. Et du coup, je me demandais si, bon, à la fois dans vos travaux, mais à la fois dans ceux d'Étienne, vous avez vu où il y a eu à un moment donné des discussions en fait de ce courant de pensée, et finalement de cette critique d'une sorte de modernité, voilà, à travers ces échanges. We had problems with those decolonial authors. I'm not really an expert. I have many problems with what's the name that you quoted? No. Dussel. No. Mignolo. He was actually in Bogota, and I asked him a question, and all the time he spent to answer me the question, but I never answered the question, because I think he has a very identitarian conception of thought and politics. So he refuses all dialogue with European authors, but he also applies many European productions in a sense. So in the case of Mignolo, I don't find a very interesting dialogue, for example, because he defends like I think so. He defends like the image of a pure Latin American thought, and I don't believe in that. I think there are crossings, and we are produced by crossings, and we can make translations between worlds. So in some dialogues we have with some anthropologists, we are against this idea of cultural relativism and the idea that the worlds cannot communicate and produce translations between them, because worlds are also very unstable in the sense of their symbolic productions. So I have this opinion on Mignolo, but on the other hand, I have a very good impression of the work of Arturo Escobar. He's thinker and anthropologist. He made his career in North America, but he's Colombian, and he produced an anthropology which is very philosophical, and I'm very interested in that, and Diego and Anders too. And it's decolonial in a sense because, tries to stabilize the traditional categories and to pursue research in territories and in locations and be very attentive to the difference of these territories. But I think he also has a very high conception of the production of concepts, and he accepts the dialogue with Deleuze, and there is not a problem to produce those kinds of dialogues. So
I like that kind of work, of composition, of dialogue, and that's why I like also work by other anthropologists who like accept this opening to philosophy, respecting also the production of concepts of philosophy, and finding also tools in this conceptual production. And I find that this is a key to move in a decolonial position for myself. I don't know for Anders or for Diego, but for myself, this is like my way, more than just reading decolonial authors. Just paying attention to the territories that concern me and the country where I live, and try to understand better these circumstances. I don't know if I answered your question. Sorry. Parti. Je peux parler en français, oui. Non, c'est une petite précision. J'aimerais bien comprendre comment vous avez travaillé, c'est-à-dire puisqu'il est question de l'intervention du philosophe dans les affaires politiques. Et je ne sais pas qui a dit entre vous qu'il ne s'agissait pas de parler sur les acteurs politiques, mais de parler avec eux. Et je voudrais savoir sous quelle forme vous faites vous parlez avec les acteurs. Comment vous faites exactement? Voilà. Yeah, it depended on et quels acteurs voilà. Quels acteurs et comment vous faites depending on the articles in this book, in particular, Diego did a kind of research in some archive. Anders also had an intervention. You can speak about that. And I was very interested in a movement in Colombia, which was the Congreso de los Pueblos. Now it's finished, but because the repression now is terrible in our country. And I did like research with this. I don't presume to have anthropological experience, but I had many encounters with members of this movement, and I did research with the archive, and I took many testimonies, and I explored how they were producing concepts. So in my article, what I tried to do is to show that this movement produced a very interesting concept of peace. Transformative peace was the concept, and I show how this concept was more like political productive than other concepts which were very diffuse in the discussion in the country, in the public opinion, in the established public opinion. So I reconstruct this concept and show the power of this concept, just pursuing this concept in many testimonies of the movement. And I did, like, above all in that article, archive research, and others did something very similar. Dans mon cas personnel, je sais pas, j'étais très engagé dans l'activité politique. Donc, pour moi, ce n'était pas une chose de terrain ou d'enquête, je ne sais pas. C'était mon expérience et l'expérience avec les autres. Et après ça, on avait une formation de philosophie, donc c'était d'essayer de penser l'expérience. C'était ça pour moi. Oui, je pense que, bon, juste une petite chose, mais je pense que pour Étienne, mais moi aussi, c'était surtout autour des amitiés qui étaient donc acteurs, dont monsieur à côté, et des travaux anthropologiques qui étaient menés. Je pense que Étienne, c'était plus comme ça. Je ne pense pas que Étienne était vraiment, à mon souvenir, en contact avec les acteurs politique, donc c'était. Comme on dit, il nous donne encore une possibilité de remercier Étienne pour nous rappeler le fondement de philosophie, philéine, ça veut dire c'est l'amitié, ça veut dire lier. Et donc, son pratique amitié est transférée, son pensée politique
Donc, il nous donne de penser le politique à travers le conflit, mais en excluant la violence, en incluant l'amitié. Donc, peut-être Anders ou Diego peut-être demander l'acteur politique c'est qui? Et je me demande, le philosophe c'est qui? Le philosophe c'est une amie. Un ami, le philosophe, c'est l'acteur politique. Et donc, amitié, politique et philosophie. Et Étienne a donné la possibilité de penser les trois concepts ensemble. Merci encore. Merci. On va laisser la place donc à Haïti. Michel Duvivier, Pierre-Louis. Non, c'est pas ça? Ah, il y a un changement. Donc je ne sais pas qui prend la suite. Il y avait encore une petite question et c'était moi. Ah, pardon. Non, juste, c'est pas une question, c'est un commentaire, c'est un souvenir. Je suis sûre que Diego et Anders s'en souviennent. À l'occasion de la soutenance de Diego à Bogota, je pense que là où tu n'y étais pas, on a fait une réunion, je pense que c'était le lendemain, à l'université, c'était à la Nationale, où c'était une discussion politique. Il y avait justement Leopoldo Munera et Bernardo aussi. Et je pense que là, c'était pour répondre un peu, pas pour répondre, pour prolonger dans la question de Martine et la réponse. On était en plein dedans. On était en plein milieu de ce croisement de la philosophie et de la politique. Il y avait des interventions dans le public qui étaient éminemment politiques. On essayait de réagir comme on pouvait dans ce croisement. On était, je dirais, 4 intellectuels ou 5 deux Colombiens. Toi, tu étais dans le public, Dieu, ou tu étais... Ouais. Et donc, il y avait Étienne, Leopoldo, Bernardo et moi dans un croisement très, très étonnant entre des questions qui étaient clairement politiques et nous qui essayions de répondre quelque part au milieu.